comment à découvrir cette communication esthétique? Parce que vous êtes vétérinaire, donc vous êtes quand même un peu à des années-lumière, des trucs New Age farfelus. Oui, alors c'est sûr que mon parcours a été transformé, mon parcours professionnel a été transformé un petit peu par les hasards de la vie, si on veut entendre parler du hasard, puisque au départ, je n'étais pas du tout intéressée par ces approches psychiques de la relation avec les animaux. Quand j'ai commencé à travailler, c'était en 82. Comme vétérinaire, il n'y avait pas tellement d'informations comme l'éthologie, etc. C'était pas tellement important dans la société, en tout cas dans le milieu dans lequel j'étais. Moi, je m'intéressais à la chirurgie osseuse, donc c'était pas du tout cet univers-là non plus. Et un jour, une propriétaire m'a offert un livre qui s'appelle Kinship with All Life, donc des bêtes et des hommes, de Alan Boone, un auteur américain, où il racontait qu'il y avait une possibilité, enfin en tout cas il racontait qu'il avait vécu cette possibilité d'échanger des informations psychiquement avec un chien. Ça m'a beaucoup interpellée. J'ai dû lire le livre une dizaine de fois parce que j'étais complètement étonnée par cette approche. Et puis, plus je lisais ce livre, plus je me rendais compte qu'il y avait une sincérité derrière. C'était pas un roman, c'était vraiment un récit de quelque chose qui avait dû être vécu. Et donc, j'ai pris la décision d'essayer. Alors, il n'y avait pas de mode d'emploi dans le livre, c'était un récit. Mais j'ai pris quelques notes et j'ai pris du temps pour choisir un animal avec lequel j'allais vivre cette expérience. J'ai fait ce que Alan Boone décrivait un petit peu entre les lignes dans son livre. Et là, j'ai vécu vraiment une expérience extraordinaire. Parce que je pensais à l'époque que, même si j'aime beaucoup les animaux, je pensais quand même que l'être humain était plus intelligent qu'un animal. Honte à moi, j'ai changé d'avis depuis. Je pense que nous sommes... c'est pas l'espèce qui fait l'intelligence. Et... j'ai découvert que oui, il était possible de vivre cette expérience psychique. Je l'ai renouvelée des milliers de fois depuis. Ça s'est passé en 88. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé, oui. Il s'est passé une chose qui m'a énormément surprise, en fait. J'ai demandé à un chien qu'est-ce que, à son avis, c'était un des animaux de ma clientèle, qu'est-ce qu'à son avis je pouvais faire pour être un meilleur thérapeute pour lui. Et je pensais qu'il allait me dire, bon écoute, mets un petit tapis sur la table parce que ça me fait un peu froid aux pattes quand je m'examine ou des choses comme ça. Si, il devait y avoir une réponse, je ne savais pas trop à quoi m'attendre à l'époque. Et puis, en fait, la réponse que j'ai eue de cet animal, c'était absolument étonnant parce que j'étais seule dans un jardin avec lui. J'avais choisi des propriétaires anglais parce que les Anglais sont plus discrets. Ils sont restés dans la maison. Moi, j'étais dans la cour avec le chien. Et j'étais sur une chaise basse. C'était un lévrier italien, donc un chien pas très haut. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai suivi le protocole de Boone. Et puis, quand j'ai eu posé cette question, donc avec le système qui l'expliquait, fermer les yeux, se centrer, etc., ne penser à rien pendant une minute, ça m'a mis du temps parce que j'ai dû apprendre la méditation pour arriver à ne penser à rien pendant une minute avant de faire cette expérience, par exemple. Ça a été un petit peu compliqué de mettre tout ça en œuvre. Et en fait, ce qui s'est passé quand j'ai envoyé cette information psychique, eh bien, j'ai reçu une information qui était « tu peux tout recommencer à zéro ». C'est-à-dire que là, moi je rentrais des États-Unis où j'avais fait un diplôme d'acupuncture, j'étais un des premiers vétérinaires en France à avoir fait ce diplôme, à l'avoir réussi, et voilà, un chien me dit que ce que j'ai fait, ça vaut rien. Et bon, j'étais quand même très vexée, parce que j'avais beaucoup travaillé depuis beaucoup d'années pour acquérir le savoir et la technique que je mettais en œuvre pour les animaux. Et là, j'ai eu en fait... une deuxième réaction, après avoir été vexée, c'est que je me suis rendu compte que je n'avais pas pu inventer cette information. Là, j'étais sûre de moi, je n'avais pas cet avis de moi-même à l'époque. Et donc, c'est sûr que je ne l'ai pas inventé. Et en plus, dans mon champ psychique, je voyais l'animal qui était tout près de moi comme ça et qui me regardait. Et quand de surprise, j'ai ouvert les yeux.
Et effectivement, il était tout près de moi, il m'a regardé fixement, dans les yeux, mais vraiment très clairement, hein, c'était pas ambigu, et il s'est retourné et il est parti vaquer à ses occupations. Et donc là, vraiment, j'ai pris une claque ce jour-là. Une claque extraordinaire qui a été salvatrice, parce qu'en fait, c'est ce moment-là qui a été le virage par rapport à mon exploration de cette capacité. Voilà, donc j'avais le choix en fait entre oublier cette expérience un peu déplaisante quand même pour l'ego, ou bien l'explorer, et j'ai choisi de l'explorer, donc ça m'a emmené sur toutes sortes de pistes et de routes. Bon, j'ai rencontré des gens qui exploraient la conscience des peuples premiers, comme Jérémy Narby, ou des gens comme ça. Je suis allée creuser dans les neurosciences, enfin j'ai fait des voyages, et j'ai acheté une bibliothèque entière de bouquins pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé ce jour-là, parce que c'était complètement improbable, c'était pas du tout dans mon univers à l'époque. Et est-ce qu'une des premières explications, c'est de se dire, quel que soit le retour entre guillemets du chien, si c'est quelque chose que vous attendez, et ça peut être votre attente qui provoque ça, si c'est quelque chose que vous n'attendez pas, moi je me dirais, c'est mon inconscient qui est plutôt négatif, qui m'envoie ça. Mais comment est-ce que vous pouvez prendre au sérieux le fait qu'un chien me raconte un truc, quoi? Sur le moment, je ne l'ai pas pris au sérieux, j'ai été juste interpellée en fait. Je ne l'ai pas pris au sérieux, je me suis juste dit, je viens de vivre un truc bizarre. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répété l'expérience des centaines de fois pendant ces 7 années où j'ai exploré le processus sans en parler. J'en avais même pas parlé à mon compagnon de l'époque, j'en parlais pas non plus évidemment à mes confrères et consoeurs. Et j'ai passé toutes ces années à chercher qu'est-ce qui m'était arrivé en fait. Et donc là, à force de répéter des expériences, j'avais un petit carnet où je notais ce que je trouvais. Je communiquais avec les animaux hospitalisés, par exemple, pour savoir si chez eux il y avait un jardin, enfin des choses qu'on ne discute pas dans une consultation vétérinaire. Et puis, je demandais, incidemment au propriétaire comment vivait l'animal. Et puis, je me faisais des croix, oui, non, etc. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'obtenais des informations qui statistiquement étaient trop souvent justes pour que ça soit juste le hasard. Et là, j'ai commencé à avoir peur en fait. La deuxième question, le deuxième problème que j'ai eu avec cette approche, c'est est-ce que je suis normale ? Vous pensiez que c'était plus vous qui aviez une... Oui, je pensais que j'avais quelque chose qui n'était pas standard en fait. Alors que je n'avais pas spécialement exploré ça avant. Et donc là, je ne savais pas trop quoi faire de ça. Je m'en suis servi pendant des années pour les boiteries de chevaux, parce que c'était un domaine que j'aimais pas trop en tant que vétérinaire. Et puis ensuite, donc ça m'aidait à diagnostiquer un petit peu, avoir un petit peu plus de précision sur la nature de la boiterie. J'avais pas vraiment d'idée de ce que j'allais faire de ça. Et puis un jour, je me suis retrouvée en Afrique du Sud où j'étais partie pour travailler un peu plus mes compétences en homéopathie. J'étais invitée dans un lieu où il y avait une réserve privée d'animaux. Et là, un éléphant m'a demandé de transmettre un message aux autres êtres humains. Et je me suis retrouvée dans une situation impossible où soit je me taisais et je n'étais pas fidèle à sa demande, soit je le disais à quelqu'un. Et à ce moment-là, je risquais, à mon avis, je risquais gros sur l'opinion des autres vis-à-vis de cette approche. Ça s'est passé en 94, 95 à peu près, donc j'avais déjà toutes ces années de recherche à l'intérieur dans mon univers secret. Et vous demandez un truc embarrassant, l'éléphant ? Non, c'était pas embarrassant, mais c'était extrêmement philosophique et je savais pas très bien comment ça allait être reçu. Donc j'en ai parlé à ma meilleure amie. Voilà, comme on ferait, comme fait toute femme normalement constituée, je pense. Et à ce moment-là, elle m'a dit, mais écoute, ce qui t'arrive, c'est bizarre, c'est étonnant, il faut qu'on en parle dans l'association. Elle s'occupait d'une association qui faisait venir des conférenciers sur la PNL, des choses comme ça. Et en fait, quand je suis allée à la réunion qu'on avait prévue avec le bureau de l'association, il y avait 20 personnes, il y avait un journaliste dans la salle et ça a démarré tout de suite. Donc le lendemain de la conférence, de la réunion qui était devenue une conférence, eh bien, je suis allée à la clinique où je travaillais,
mon employeur m'a demandé de quitter la clinique. Donc j'ai quitté la clinique, j'ai quitté la France. Ça a été radical. J'ai fait un changement de vie extrême à ce moment-là. Je suis partie vivre aux États-Unis. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui pratiquaient cette approche et qui la pratiquaient parfois même en association avec des vétérinaires. Donc voilà, ça a été une ouverture puisque j'avais travaillé tout ça toute seule. Et je me suis aperçue que finalement, c'était pas si anormal que ça. Voilà, c'était une longue réponse. Et je suppose que votre formation de vétérinaire vous familiarise aussi avec la capacité qu'un être humain peut avoir pour pressentir ce qui se passe chez un animal sans passer par des phénomènes extraordinaires. Je suppose que toutes ces questions-là, vous les êtes posées 1000 fois, parce qu'il y a des gens qui vont avoir une proximité avec les chevaux, avec les chiens ou autres, qui vont sentir des choses. Alors bien sûr, on sait, il y a des études qui ont été faites, notamment en Belgique, sur le fait que des vétérinaires sont plus capables de comprendre intuitivement ce qui se passe chez un animal que même leur propriétaire. Peut-être qu'il y a juste le détachement et l'expérience qui sont associés, alors que le propriétaire peut être plus lié affectivement et donc brouiller un petit peu les cartes de la lecture de son animal. Donc on le sait. Bon, moi j'ai grandi avec des animaux, j'ai vécu avec des animaux toute ma vie, donc évidemment que j'ai cette proximité. J'ai travaillé avec des animaux sauvages dans des programmes de protection, etc. Donc je sais bien qu'au bout d'un moment on les comprend, il suffit d'en avoir à la maison pour le savoir, mais je ne sais pas si j'étais prédisposée à cette lecture-là, j'en suis pas sûre du tout en fait. Pour vous, la communication intuitive, c'est vraiment autre chose que cette simple sorte d'empathie en fait avec des animaux qui sont dans notre entourage? Je crois que c'est un prolongement en fait, c'est-à-dire que toute personne qui s'intéresse aux animaux peut avoir une empathie naturelle qui va devenir une sorte d'intelligence subtile et spontanée, peut-être même pas avouée, peut-être qu'elle n'est même pas vraiment consciente, mais la communication intuitive, c'est vraiment la prise en main de ce capital naturel pour en faire quelque chose qu'on peut piloter. Donc il y a deux étapes en fait. Il y a l'étape spontanée où plus ou moins consciemment on va recevoir des informations, on va comprendre son animal ou un animal étranger. On va avoir peut-être aussi certaines personnes vont avoir des flashs qui vont être parfois même très déroutants ou déstabilisants. Et puis ensuite, il y a une étape où consciemment, on décide de se mettre en œuvre pour travailler cette intuition et la transformer en un outil. Voilà, et donc c'est cette étape-là que j'ai faite, mais évidemment, c'est jamais fini. C'est-à-dire que, bon voilà, j'ai commencé à la partager, cette communication intuitive, en 1995, et j'ai l'impression que je suis peut-être à 10% de la connaissance qui peut être trouvée dans ce domaine-là. Il y a tellement de choses, comme c'est le thème d'aujourd'hui, c'est tellement extraordinaire ce potentiel que nous avons tous. Et quels sont quand on s'ouvre à ça, éventuellement dans vos formations, quels sont les premiers pièges dans lesquels il faut éviter de tomber ou qu'on aurait spontanément, dans lesquels on irait spontanément? Je pense, quand on s'ouvre au sixième sens, à l'intuition, à la médiumnité, on va souvent avoir tendance à peut-être projeter dans un premier temps notre propre monde intérieur sur autre chose. Moi, je m'imagine, si j'essaie de commencer à discuter avec le sanglier qui traverse mon jardin, je vais sans doute peut-être projeter pas mal de choses. Comment distinguer son imagination de perception? Alors, je crois qu'effectivement, il y a deux pièges de part et d'autre. Il y a le piège de la fermeture. Je n'y crois pas, ça ne peut pas exister. Bon, ça, beaucoup de personnes, finalement, n'acceptent pas ou ont peur des conséquences de ce que ça pourrait donner d'ouvrir les yeux. Ça, c'est un premier piège parce que c'est dommage d'avoir la chance extraordinaire de vivre sur la Terre aujourd'hui et de ne pas accepter d'ouvrir son potentiel, alors que c'est tellement nécessaire en plus pour le vivant en ce moment. Et puis, le deuxième piège, à mon avis, c'est justement d'être trop crédule, de se dire, tiens, quelque chose me passe par la tête, donc ça doit être ça. Il y a une prudence à avoir et c'est vrai que la projection est peut-être le danger le plus important. Moi, je dirais que au niveau de la technique, le plus grand risque, c'est l'erreur d'interprétation. Notre psychisme est tellement complexe que on ne sait pas, si on n'a pas assez de prudence, à quel niveau l'information se présente.
Et si on fait une confusion de plans, eh bien, on peut être à côté. Alors, je donne un exemple. Si, par exemple, en communication intuitive, j'apprends qu'un animal a mal à l'estomac, je ne sais pas si c'est une douleur physique qui demande une intervention médicale ou bien si c'est une douleur qui est liée à une contrariété, par exemple. De même que nous, on peut très bien avoir quelque chose qui nous affecte psychiquement ou qui nous affectera physiquement. On ne sait pas non plus si l'information correspond à quelque chose qui est dans le passé de l'animal ou quelque chose qui est dans un désir. Est-ce que cet animal aimerait être auprès ou est-ce qu'il nous raconte qu'hier il était auprès? Voilà, donc il y a des limites à cet outil, il faut les connaître et il faut être prudent par rapport à ces limites. Donc je pense que les deux dangers, c'est vraiment la croyance, le refus d'ouverture ou l'incapacité d'ouverture, et le deuxième danger, c'est la trop grande confiance qui n'est pas peut-être assez lucide par rapport aux limites de l'outil. Voilà. Ça vient par l'expérience, comme vous êtes entraîné pendant des années à discuter en privé avec les animaux. Et oui. Voilà, et plus on pratique et plus on comprend les limites, et finalement plus on peut ouvrir ce potentiel pour aller vers des communications dont la vérification concrète n'est pas possible. Puisqu'au début, c'est sage de travailler avec des animaux de communiquer avec des animaux avec lesquels il est possible de vérifier les informations. Donc s'il y a des propriétaires, par exemple, en principe, les propriétaires qui connaissent bien leurs animaux vont pouvoir aiguiller la personne sur la validité de ces informations. Dans vos stages? Oui, dans la pratique qu'on a, pas forcément dans les stages, puisque il y a beaucoup de gens ensuite qui pratiquent, après avoir fait une formation, ils pratiquent en dehors des stages. C'est ça le but en fait. Pourquoi est-ce que je me suis mise à donner des formations? Eh bien, c'est parce que je suis persuadée que sur la Terre aujourd'hui, il y a des quantités innombrables d'animaux qui espèrent communiquer avec nous, les êtres humains, parce que nous sommes les grands autistes de la création. Donc, ils espèrent sincèrement que nous allons pouvoir nous intéresser à ce qui les préoccupe, que nous allons pouvoir interagir avec eux de manière intelligente, au lieu d'être à côté comme si on ne les voyait pas, ou de ne pas nous intéresser à leurs préoccupations, de ne pas écouter parfois les messages qu'ils nous crient. Les besoins qu'ils ont ou les choses qu'ils ont envie de partager avec nous. Donc en fait, à partir du moment où nous allons devenir capables de mettre en œuvre ce potentiel pour entrer en communication interactive avec eux et pas seulement dire au chien « assieds-toi » comme on le fait dans l'éducation canine, mais que nous allons avoir une interaction dans les deux sens, une interaction intelligente, à ce moment-là, eh bien, on peut changer beaucoup de choses à partir de la mise en œuvre de ce potentiel. Donc c'est pour ça que j'ai commencé des formations. Et ensuite, eh bien, les personnes qui sont venues aux formations, que je propose et que d'autres proposent, puisque maintenant il y a d'autres personnes qui proposent cet outil aussi, chacun à sa façon, eh bien, les personnes qui sont d'accord pour faire ce chemin intérieur, elles peuvent devenir des acteurs du changement du monde d'une façon vraiment efficace, au lieu d'avoir seulement un désir ou des bonnes actions qui sont nécessaires aujourd'hui pour tout le monde, bien sûr, de trier des déchets, etc. Alors, dans cette communication, en fait, il y a deux plans différents. Il y a nous qui nous exprimons, qui exprimons des choses envers les animaux, et puis éventuellement de capter l'information de retour. Est-ce que, pour envoyer un message à... Là, je suis en train de penser juste par exemple, j'ai vu 15 chenilles processionnaires avant-hier sur ma terrasse. Je me suis dit, avant de les écraser, je vais peut-être leur expliquer qu'il y a des sapins sauvages plus loin. Donc j'ai parlé aux chenilles, j'étais tout seul. Oui. Et enfin, maintenant, vous le dites à beaucoup de monde. Oui, mais on est entre nous. Et comment est-ce que je sais si c'est efficace, si ça marche, si des chenilles peuvent comprendre, ou c'est juste les chiens, les chats, les animaux domestiques? Alors, c'est toutes les espèces. Ça peut être même une paramécie, une amibe. Enfin, il n'y a pas de raison de se limiter aux animaux qui ont un cerveau. Moi, je l'ai fait avec des chenilles, et ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, évidemment, une fois qu'elles sont sur Terre, il faut qu'elles se déplacent sur Terre. Elles ne peuvent pas repartir dans un cocon différent. Mais j'ai remarqué que sur le terrain où je l'ai fait, il n'y avait plus de chenilles 2 ou 3 jours après. Vous leur avez dit quoi, alors, précisément? Je leur ai dit qu'il fallait qu'elles sortent d'un territoire que je leur ai défini, parce que sur ce territoire, il y avait des animaux pour qui elles représentaient un danger. Donc, vous l'exprimez avec vos mots d'humain, oui. À haute voix?
Voilà. Moi, je prends des cours là, parce que du coup, je dis non, Alors, on peut l'exprimer à haute voix, mais c'est pas nécessaire en fait. Il faut simplement avoir son intention bien claire, s'adresser à la créature vivante avec respect. C'est pas parce qu'elle nous dérange qu'elle n'a pas le droit d'exister. Et puis lui proposer une solution qui va être favorable pour elle. On ne peut pas lui demander de ne plus exister. Ça ne serait pas juste. Par exemple, eh bien, si vous avez une clôture, vous pouvez lui demander d'aller de l'autre côté de la clôture, à condition évidemment que de l'autre côté, il y a un terrain où elle peut vivre. Il y a des super sapins de l'autre côté, plus loin. Ouais. Mais là, en fait, vous soulevez une autre question essentielle, c'est que vous parlez d'une clôture, vous utilisez des mots, donc on est, nous, dans une espèce d'abstraction conceptuelle, une clôture pour une chenille. Est-ce que le simple fait, avec intention de dire des mots qui sont des mots forcément de mon champ lexical, humain, va malgré tout franchir cette barrière des concepts et pouvoir atteindre Alors, la barrière des concepts, on sait déjà que pour un certain nombre d'animaux, elle est tout à fait accessible. Hein. Il y a un certain nombre d'animaux dont on sait qu'ils comprennent des concepts et qui peuvent apprendre nos concepts et même les utiliser d'une façon tout à fait concrète. On ne le sait pas pour la majorité des espèces. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'apprendre les concepts, nous, les êtres humains, nous avons utilisé une autre langue, qui est notre langue maternelle à tous, c'est la langue des perceptions. Donc, par exemple, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim, j'ai sommeil, je vois du bleu. Évidemment, je ne pourrais pas dire que c'est du bleu, mais nous voyons ensemble la même couleur. Donc cette langue-là, en fait, on peut la partager, on peut l'émettre de manière consciente et on peut la recevoir de manière consciente. Simplement, elle ne va pas passer par les mots, puisque par définition, les mots sont les concepts. Donc là, il faut arriver à revenir consciemment, d'une façon pilotée, d'une façon volontaire, à cet état d'avant le mot, d'avant l'apparition du mot, d'avant l'utilisation du mot. C'est une autre langue. Mais quand le chien vous dit qu'en fait tout ce que vous avez appris c'est nul, ça se transforme quand même en mots. Donc c'est moi qui l'ai transformé en mots pour pouvoir vous le dire. Mais ce que j'ai perçu sur le moment, ça n'était pas une phrase. C'était l'animal qui me... En fait, j'ai eu l'image dans mon champ de conscience. J'avais les yeux fermés. Le chien était à côté de moi, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Donc j'avais les yeux fermés. Et dans mon champ de conscience, j'ai eu cette image qui me regardait fixement, vraiment les yeux dans les yeux, avec ce soupir de... Voilà. Mais où commencer avec elle? C'était ça le message. Et c'est moi qui le mets en mots de cette façon. Voilà. Mais c'était vraiment peut-être même pas du mépris, c'était du découragement. Voilà de sa part. Voilà. Et il y a une question qu'on aborde quand on traite d'autres sujets de perception extrasensorielle, je pense à la médiumnité, c'est la question de l'intention. Oui. Parce qu'un médium, qu'un voyant, qu'un communicateur intuitif soit capable de capter une information, ça, effectivement, ça ne fait plus trop de doute. Mais est-ce que cette information peut être vraiment liée à l'intention d'un défunt qui va la transmettre à un médium ou d'un animal qui va vous la transmettre à vous? Est-ce que c'est pas, dans votre expérience, est-ce que ça pourrait pas être une forme de télépathie animale ou de plus grande sensibilité à une information qui baigne notre environnement, sans qu'elle émane et sans que l'animal ait l'intention de vous la transmettre? Oui, alors est-ce que la communication intuitive pourrait être une médiumnité spécialisée envers l'animal, en fait? C'est ça la question. Oui. Alors moi je suis persuadée que la télépathie est une des façons de présenter la communication intuitive. Mais on peut en utiliser d'autres. On peut dire que c'est de l'empathie consciente. On peut dire que c'est de la... Alors ça c'est sur le plan émotionnel, la télépathie c'est sur le plan mental. Dans le plan émotionnel, eh bien, on peut très bien dire, voilà, je suis proche des animaux, je perçois ce qu'ils perçoivent, comme une maman va percevoir ce que perçoit son enfant. Quand on a un lien affectif, cette empathie se met en place et elle fonctionne de part et d'autre. Si on est quelqu'un de plutôt matérialiste, on va dire que c'est de la résonance, un peu comme deux cordes de guitare. Si dans un magasin de musique on touche une corde de guitare, il y a d'autres guitares qui vont
faire du bruit aussi alors qu'on ne les a pas touchés. Donc ça, c'est le phénomène de la résonance. Ou bien on peut utiliser la théorie quantique, effectivement, nous sommes dans une soupe d'informations et notre intention va aller pêcher, va aller à la recherche de cette intention précisément et va nous l'amener à la conscience. Alors maintenant, est-ce que c'est de la médiumnité ? Moi, je ne pense pas. Mais je ne connais pas bien la médiumnité. Mon travail est vraiment basé axé sur le monde animal et c'est mon chemin de vie. Je n'ai pas étudié la médiumnité. Certaines personnes sont convaincues que je suis médium, d'autres disent que je suis chamane. Alors je ne sais pas du tout. Moi, je sais que ce qui m'intéresse, c'est le bien-être animal et la connaissance de cet univers animal dans ses différentes dimensions. Je pense que c'est pas utile de chercher une explication par la médiumnité. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous ressentez quand même une intentionnalité du monde animal à nous dire des choses, à vous dire des choses. Complètement. Cette intentionnalité, elle se manifeste par des gestuels, elle se manifeste de plein de façons, et bon, je suis persuadée qu'il y a une intentionnalité, ça c'est sûr. Et alors qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ? Enfin, je suppose que les animaux domestiques n'ont pas les mêmes choses à dire que les animaux sauvages. Alors, pour les animaux domestiques, c'est important, étant donné qu'on les a rendus dépendants de nous dans tous les domaines de leur vie, dans le choix alimentaire, dans leurs relations sociales, dans toutes sortes de choses, dans leur reproduction, enfin bon. Donc, évidemment, ils ont envie d'interagir avec les personnes dont ils sont dépendants. Quand je communique avec un animal domestique, c'est en général à la demande de ses propriétaires, pour répondre aux préoccupations des propriétaires. Mais ils ont parfois des choses à nous dire qui sont leurs initiatives à eux. Je me souviens par exemple d'une personne dont j'avais communiqué avec son chat, et le chat était extrêmement bavard. Alors toute la journée, en fait, elle voulait savoir pourquoi son chat miaulait toute la journée, cette personne. Et quand j'ai communiqué avec le chat, c'était pour le chat passait sa journée au bord de la fenêtre et il miaulait régulièrement comme ça, et bon, la personne était très interpellée par ça. Et en fait, voilà, ces communications, c'était tiens, la voisine vient de sortir, ou bien des choses qui... Voilà, c'était un chat concierge en fait. Voilà. Parfois, il y a des choses comme ça qui sont sans intérêt profond, et puis parfois, il y a des choses extrêmement importantes et extrêmement profondes. Je me souviens, je fais une petite aparté parce que ça m'avait frappé. Quand on s'était rencontrés, je vous avais interviewé pour la série Enquête extraordinaire, oui. Et on avait monté un dispositif. Alors j'étais bien rigoureux à ce moment-là. J'attendais les clients dans la salle d'attente d'un vétérinaire, je faisais un débriefing avec eux pour savoir pourquoi ils venaient, et ensuite je rentrais avec eux dans la salle du vétérinaire avec vous. Vous ignoriez tout de l'animal, du client, c'était pas votre cabinet, c'était à l'étranger. Et je me souviens d'un monsieur qui est arrivé avec un petit chien un peu poilu. On pose le chien sur la table, vous ne le touchez pas, et je dis Anna, qu'est-ce qu'il veut le petit chien ? Qu'est-ce qu'il a ? Et là, vous commencez à le regarder. J'ai été frappé par votre regard, comme si vous étiez vraiment dans une espèce de fusion avec lui. Et puis vous nous regardez, et puis vous dites, en fait, le chien, il n'a pas grand-chose, il a une petite boule grasse sur le ventre, et c'est son maître qui est très inquiet, mais en fait, c'est rien du tout. Et nous, on prend le chien, on retourne le chien, il y a effectivement un petit kyste sur le ventre. Ça m'a assez frappé, ça. Et là, plus que l'inquiétude d'ailleurs du maître qui venait, alors que le chien, lui, était tout à fait à l'aise avec ça. Donc on est toujours dans ce registre un petit peu comme vous voulez dire, de la vie quotidienne, voilà. Des petits soucis. Mais alors, cette question philosophique que voulez vous demander l'éléphant en Afrique du Sud, c'était quoi ? Oui, alors là, on est vraiment sur un autre registre et il y a beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que la communication intuitive peut être utile pour les propriétaires ou les personnes qui gèrent des animaux au quotidien, que ce soit dans des programmes de recherche ou bien dans des zoos, qui ont la responsabilité d'animaux d'une façon ou d'une autre. Mais à mon avis, ça peut être extrêmement utile pour écouter la vie sauvage. On sait qu'aujourd'hui, dans les mammifères, la biomasse des mammifères en 2020 sur la Terre, c'est même pas 4% de la biomasse, c'est rien du tout. Les êtres humains, 36%. Donc finalement, on parle beaucoup de ces animaux comme s'ils étaient nombreux, mais leurs territoires disparaissent et
Leur nombre aussi disparaît à la vitesse grand V. Si on les écoute, eh bien, on peut apprendre des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, oui, vous me parlez de l'éléphant, donc je vais rester sur l'éléphant. Je pourrais vous en raconter d'autres, bien sûr. Mais en fait, quand je me suis trouvée en Afrique du Sud dans cette réserve, et j'ai été absolument choquée parce que à cet endroit, il n'avait pas plu depuis plusieurs années. Et donc la nature était très sèche, les animaux mouraient de soif. Et la réserve où je me trouvais, il y avait une piscine. Pour les gens qui se trouvaient là, bon, c'était un lieu pour personnes aisées, on va dire. Et donc, il y avait une piscine pour qu'on puisse profiter de l'Afrique dans les conditions de luxe qu'on peut imaginer, alors qu'à côté, des animaux mouraient. Et tous les soirs, il y avait des éléphants qui venaient boire dans cette piscine et les gardiens les chassaient. Et donc, moi, je me suis trouvée révoltée par cette injustice. J'ai donc pris une Jeep et je suis allée dehors, hors du camp, et j'ai cherché des éléphants. Et quand j'ai trouvé des éléphants, je me suis dit, ben là, je vais utiliser cet outil pour autre chose que les boiteries de chevaux. Je suis allée leur dire, au nom des êtres humains, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée de voir vos petits mourir alors qu'il y a de l'eau ici et que vous n'en profitez pas. Et à ce moment-là, c'était vraiment troublant parce que il y avait 6 ou 7 éléphants qui étaient là et ils se sont écartés sauf un qui est resté à côté de la Jeep. Alors bon, j'avais éteint le moteur parce que je voulais être tranquille pour communiquer avec eux. Donc il y en a un qui est resté et à ce moment-là, j'ai reçu comme si entre l'éléphant et moi, il y avait cette espèce d'énorme masse, enfin on se retrouvait un peu comme dans Rencontre du troisième type, hein. Il y avait une masse qui faisait à peu près 2 mètres de haut, c'était un ovoïde qui tournait comme ça très lentement, et il y avait des volumes dans cet ovoïde, c'est comme si ça avait été appuyé à certains endroits, il y avait des formes géométriques, et ça a tourné comme ça, et je ne comprenais pas ce que c'était. J'avais jamais fait de communication avec un éléphant avant, c'était un mystère total. Et donc là, je suis restée longtemps en méditation pour essayer de décrypter ce que c'était. Et en fait, quand j'ai décrypté ce que c'était, j'ai pleuré, tellement c'était bouleversant. C'est la première fois que je recevais un message hors des animaux domestiques. Et le message, c'était écoute, ne t'inquiète pas pour cette histoire d'eau, c'est pas grave, mais puisque tu peux nous entendre, eh bien, il faut que tu dises quelque chose aux autres, à tes semblables. Et ce message, c'était ce quelque chose à dire. C'était, nous les éléphants, nous matérialisons, enfin nous hébergeons l'énergie de la paix sur la Terre. Et moins il y aura d'éléphants, et moins il y aura de paix. Plus il y aura tendance à avoir de la guerre sur la Terre. Donc quand on détruit des éléphants, eh bien, on détruit des créatures qui sont des concentrés pour l'énergie de paix et qui neutralisent au niveau des égrégores de la Terre la guerre. Donc je sais que je parle à un ancien reporter de guerre, c'est une information qui m'a bouleversée. J'ai appris depuis que beaucoup d'autres espèces sont porteuses aussi consciemment d'énergies qui vont être utiles à l'équilibre planétaire. Je travaille avec eux, je les accompagne, j'essaie de les soutenir avec mes faibles forces humaines parce que ce sont des énergies colossales et c'est vraiment mon chemin de vie maintenant, c'est mon engagement. Parce que bien sûr, les animaux domestiques sont là et ils sont importants parce qu'ils sont le pont entre les êtres humains et puis le monde de la nature. Finalement, beaucoup de gens maintenant, peut-être plus 60% de la population mondiale aujourd'hui habitent dans des villes. Donc s'il n'y avait pas les animaux dans les villes, comment serions-nous encore un petit peu connectés à la nature? Ça a été dit tout à l'heure par Marc. Je crois qu'ils ont un rôle extrêmement important, mais bon, ils sont l'écume de l'océan. Et tout autour, il y a, enfin bien plus loin, il y a la masse des animaux, enfin de la masse de la diversité animale. Nous n'avons même pas domestiqué 10 espèces sur la Terre, il y en a encore des tas qu'on ne connaît pas et qui vont disparaître avant qu'on ait le temps de leur donner un nom. Ça se passe maintenant, et c'est maintenant qu'il faut ouvrir notre potentiel. Donc cet outil, c'est une des routes possibles
pour ceux qui veulent la choisir, pour vraiment formaliser cette capacité, ne pas rester dans le vague, savoir comment donner une valeur à cette information pour pouvoir ensuite se mettre debout et en faire quelque chose. C'est le moment maintenant. J'ai envie de vous entendre encore sur les autres animaux sauvages. Oui, alors je vais vous donner une autre information qui me touche beaucoup, qui me tient à cœur. Nous savons tous qu'il y a quelques années, il y a eu Fukushima. Moi, je suis depuis des années la population de baleines grises qui vit dans l'océan Pacifique. Le siècle dernier, il y avait encore des baleines grises dans l'océan Atlantique. Les baleines grises, ce sont les ancêtres des baleines. Elles existent depuis 30 millions d'années. Ce sont les plus anciennes des baleines. C'est une baleine archaïque, rudimentaire, qui n'existe plus que dans le Pacifique. Et il y a une population du côté du Japon. Une population dont on sait qu'elle va s'éteindre, puisque le nombre minimum d'individus n'est pas suffisant pour permettre la diversité génétique qui permet la survie d'une population. Et donc, depuis Fukushima, malheureusement, eh bien, ces baleines ont subi la radioactivité qui est dans l'océan et sont en train de ont vécu quelque chose de terrible. Leur corps se délite en fait littéralement dans l'eau. Leur corps se délite dans l'eau salée, je le répète, ça veut dire qu'il y a des morceaux de peau qui partent et que le muscle est au contact de l'eau salée et ces animaux meurent d'une façon atroce. Alors malheureusement, avant que ça ait été dit dans les médias, eh bien, avec le courant qui existe dans l'océan Pacifique, on sait que la radioactivité maintenant elle est en train de tourner dans le Pacifique et la population qui vit à l'ouest, dans le Pacifique Ouest, et dans la mer de Chukchi, donc dans le Groenland, est en train de subir le même sort. Donc moi je suis les baleines parce que je les aime depuis des années, cette population m'est très chère. Ça veut dire que la radioactivité est en train de devenir importante aussi dans tout l'océan Pacifique. Donc on se rend compte aujourd'hui, je crois qu'on ne mesure pas l'importance de l'action que nous avons dans le quotidien sur la nature. Il y a des nouvelles comme ça qui sont terribles, alors je ne veux pas non plus plomber l'ambiance ici avec des nouvelles tristes. Ces animaux continuent leur chemin et continuent à nous apporter de l'amour puisqu'elles sont des récepteurs cosmiques pour l'amour universel, et donc c'est à travers cette capacité de réception, de concentration et de digestion de l'amour cosmique qui se répand ensuite dans le cycle de l'eau que nous bénéficions en fait de cet amour. Les baleines disparaissant, nous allons perdre une source importante de l'amour cosmique. Alors à nous, êtres humains maintenant, de nous débrouiller pour le développer entre nous. Et ça, c'est un sacré chemin. Moi, je suis séché, hein. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, bien sûr que nous avons la possibilité de transformer des choses et moi j'ai le privilège de travailler avec des personnes qui sont capables de m'aider déjà à participer à cette coévolution. Et puis il y a des gens sur la Terre qui travaillent à ces choses-là, qui sont au courant de toutes ces choses et qui agissent peut-être dans l'ombre. Moi, mon chemin de vie, c'est peut-être d'être sur une scène pour apporter de l'espoir aux gens. Vous pouvez apprendre à utiliser cet outil, ne serait-ce que pour permettre à vos animaux d'être heureux avec vous, pour les comprendre, pour apprendre d'eux, pour vivre des relations profondes. Il n'y a pas qu'avec les êtres humains qu'on peut vivre des relations profondes, des relations de cœur, des relations qui nous transforment. Donc voilà, c'est une route possible, mais
je vous encourage vraiment à rejoindre le groupe des êtres humains qui aujourd'hui sont actifs sur la Terre. Je vous encourage à devenir opérationnel. Message entendu.